Salut Internet, bienvenue dans ce 5e épisode de Cinémarena, l'émission qui fait combattre des films cultes. Pour ce 5e épisode, on vous emmène dans le futur et plus précisément au Japon, à la rencontre de punk télépathe et de cyborg philosophe. Bref, un épisode bien what the fuck tout beau tout chaud, qui sent bon la baston. Alors ouvrez grand vos mirettes, posez vos cahiers du cinéma, sortez les bières du bac à légumes, ça va sentir le sang, la sueur et le cambouis. Bienvenue dans Cinémarena. Le monde du cinéma est cruel. Pour ce 5e épisode, il sera question, et pour la première fois dans Cinémarena, de deux animés. Le Roi Lion, le Roi Lion, le Roi... Non. Il sera question de deux films fulgurants qui m'ont traumatisé quand j'étais petit et qui m'explosent le crâne maintenant que je ne suis plus. Le livre de la jungle. Non. Il sera question de deux films qui ont révolutionné un grand pan de notre très chère pop culture en initiant toute une génération à l'animation nippone de qualité. Pocahontas. Non. Nous allons parler d'Akira et de Ghost in the Shell. Alors, comme d'habitude... Cette émission contient un max de spoilers. Et comme d'habitude... Conseillons de regarder les films avant l'émission. Alors qui du télépathe à moto ou du Puppet Master aura le dernier mot, commençons donc sans plus attendre à compter les points avec... la pesée. 210.5. The Challenger. Cassius Clay, 210.5 pounds. Akira, sorti le 16 juillet 1988, la date précise du début du film, c'est assez dingue pour le souligner, réalisé par Katsuhiro Otomo et tiré du manga éponyme, se déroule en 2019, 31 ans après la 3ème guerre mondiale, dans la ville du Néo-Tokyo. Il raconte l'histoire de Tetsuo qui, après avoir percuté en moto un enfant avec une tête de vioque, se fait capturer par l'armée sous les yeux de son gang de motards dirigé par son ami d'enfance, Kaneda. Tetsuo subira une batterie de tests qui révéleront que l'accident est doté de pouvoirs psychiques très puissants. Tandis que Kaneda continuera de chercher Tetsuo, celui-ci découvrira l'étendue de ses pouvoirs et décidera de partir à la recherche d'un être messianique réputé surpuissant, un enfant qui serait à l'origine de la 3ème guerre mondiale, une légende nommée Akira. 街が黒い影に包まれて壊れていくの。人がいっぱい死んで、私たちはもう一度アキラくんに会ったの。アキラに。 Le film sera un beau succès en sortant en 88 au Japon et en 91 en France, et empochera plus de 55 millions d'euros de recettes pour un budget de 9 millions d'euros. Du jamais vu à l'époque. Il est aujourd'hui classé 338e au box-office des films d'animation et sera récompensé en 92 d'un Silver Scream Award au Festival du film fantastique d'Amsterdam. Ghost in the Shell, sorti le 18 novembre 1995, réalisé par Mamoru Oshii et tiré du manga éponyme, se déroule en 2029 et raconte les aventures de Motoko Kusunagi, dit Major, un cyborg au cerveau humain et de son acolyte, Batu, appartenant tous deux à une unité antiterroriste du gouvernement appelée la Section 9. Ils pourchasseront le terroriste informatique le plus puissant du monde nommé le Puppet Master. Cette traque se doublera avec une guerre interne avec la Section 6 qui s'intéressera au Puppet Master dans le cadre d'un mystérieux projet, le projet 2501. 2500, hein. 2501. Le film sera un beau succès critique et réalisera plus de... je sais pas combien de millions de dollars. Genre, tu sais pas. Et non. Pour un budget de 3,6 millions. Il se classe aujourd'hui 343e au box-office des films d'animation et sera récompensé en 97 par le prix du meilleur film au Festival du film de Fantaporto et au Festival du film fantastique de Gérardmer. Sans pouvoir comparer les deux films sur leurs recettes, nous le ferons donc sur leurs récompenses et dans ce cas, le point va à Ghost in the Shell. Non mais c'est super injuste, c'est vraiment pas cool et surtout pas très pro. Pour commencer, nous allons nous pencher rapidement sur les personnages de ces deux films. Et vu qu'il y a une chier de personnages, nous allons concentrer nos efforts sur les personnages principaux et secondaires. Pour les personnages principaux, nous retrouverons Tetsuo pour Akira et Kusunagi pour Ghost in the Shell. Tetsuo sera un jeune homme turbulent en plein décrochage scolaire, orphelin, membre d'un gang, doté d'un sévère complexe d'infériorité envers son ami d'enfance, Kaneda. C'est un personnage que j'aime beaucoup, le film nous le dépeignant à la fois touchant et sensible, humain et monstrueux, un ado paumé, terrifié par ce qui lui arrive et terrifiant par sa puissance. Il me fait parfois penser à King Kong, un personnage terriblement puissant, à la fois dépassé par la situation, mais victime avant tout de sa propre monstruosité. Pour Ghost in the Shell, Kusunagi est là aussi un personnage particulièrement intéressant. Cyborg doté d'un cerveau humain et donc d'un ghost,
Non. Un ghost est une façon de parler de l'âme, une façon de dire qu'il s'agit aux yeux de la société d'une forme de vie reconnue comme telle. Un soldat surpuissant et dévoué en plein questionnement existentiel. Dépassant les humains par ses capacités, ses prouesses, mais se sentant intimement limité dans son évolution par sa condition d'être fabriqué. Et malgré le fait que Tetsuo soit un personnage absolument passionnant, doté d'un arc narratif très développé et cohérent, je trouve personnellement que le Major est un personnage qui touche à la légende. Dans un premier temps parce qu'il est possible pour le spectateur de s'identifier à elle, alors que Tetsuo reste un personnage plus lointain et mégalomane. Ensuite, parce que le dilemme qui l'anime est absolument passionnant et ô combien actuel, et enfin et surtout, parce que ce personnage pète littéralement la classe. Oh yeah. Qui n'a pas halluciné la première fois en la voyant se déshabiller avant de sauter dans le vide au début du film, sans parler de la course-poursuite avec le hacker ou encore de son combat final avec le tank, ce moment où elle tente de l'ouvrir de force, où ses muscles gonflent par spasme avant que ses bras ne s'arrachent sous l'effort. C'est la définition même du personnage qu'on aime au premier coup d'œil. Je l'adore. Et le point des personnages principaux va à Ghost in the Shell. Ouais, mais Tetsuo aussi, il a la classe avec sa cape rouge. Ah ouais? Et là aussi, tu le trouves classe? Pour les personnages secondaires, nous retrouverons Kaneda pour Akira et Batu pour Ghost in the Shell. Kaneda est lui aussi, et tout comme Tetsuo, un ado paumé, orphelin, membre d'un gang dont il est le chef. Et bien que ses motivations soient plus triviales, sauver son ami, plaire à Kei et arrêter Tetsuo, il ne reste pas moins un personnage passionnant et passionné, casse-cou et courageux, un héros enfin que l'on se plaît à suivre. Pour Ghost in the Shell, nous retrouverons Batu comme personnage secondaire, le coéquipier du Major. Un personnage plus lisse, possédant néanmoins de belles nuances, nous sentirons en effet poindre tout au long du film sa tendresse envers Kusunagi. Tendresse que l'on pourrait même parfois associer à du désir. Un personnage inquiet, partageant parfois, en surface, les questionnements du Major. Et malgré le fait que Batu soit un personnage absolument charismatique, il reste un personnage moins profondément travaillé que Kaneda. On le verra par exemple en observant son arc narratif qui n'évolue quasiment pas du début à la fin du film, alors que Kaneda est un personnage unique qui, bien que nous les cassant avec son désir balou envers Kei, se veut le pendant puissant mais humain d'Akira. Un personnage doté d'un arc narratif complet, puisqu'il commence par vouloir sauver Tetsuo et finir par tenter de le détruire. C'est un personnage enfin qui lui aussi pète littéralement la classe. On pensera immédiatement à sa moto, bolide écarlate rutilant devenu là aussi légendaire. Comment ne pas jubiler lors des séquences de poursuite à moto ou lors de son combat final contre Tetsuo, où armé d'un simple fusil, Kaneda défiera la tête haute Tetsuo le tout-puissant. Et le point des personnages secondaires pour Akira. Et si nous nous penchions, dessin animé oblige, sur l'animation des deux films? Sachez tout d'abord que l'animation conventionnelle se compose de 12 images par seconde. 12 images que l'on filme 2 fois pour arriver aux 24 images par seconde du projecteur de cinéma. Pour animer un plan, on retrouvera 2 outils principaux. Les calques, ou layout en anglais, qui composent les décors, et les celluloïdes, ou segura en japonais, qui composent tous les éléments mouvants du plan. On trouvera un layout par décor, mais autant de celluloïdes qu'il y a d'éléments mouvants dans le plan. Lors de la prise de vue, avec une caméra verticale, on placera les celluloïdes sur les layouts afin d'intégrer les éléments mouvants au décor. Cette technique permettant une plus grande maîtrise de tous les éléments du plan sans avoir à tout redessiner à chaque fois. Elle permet aussi de créer des travelling avec des perspectives et des profondeurs différentes. Attends, je capte pas. Lors d'un travelling, les décors les plus éloignés bougent moins vite que ceux qui sont plus près de nous. C'est une règle de la perspective que cette technique, créée par Walt Disney et inaugurée dans Bambi, permet de respecter. Bref, tout ça pour dire qu'il y a du boulot dans l'animation de ces deux films. Pour Akira, nous assistons durant tout le film à un travail titanesque. La ville est bourrée de détails, de foules humaines, de voitures en flammes et d'explosions et de milliers d'éléments s'agitant dans tous les sens. Dans le making-of, on peut par exemple voir un technicien en train de peindre les milliers de fenêtres des immeubles qui composent la ville. Et bien que ça a l'air foutrement chiant, le résultat est magistral. La fluidité des mouvements, la rapidité écoulée des poursuites à moto, la lourdeur des giclures de sang, la masse tournoyante des monceaux de fumée, les effets de lumière, de flammes et d'eau. C'est un travail d'une minutie extrême qui nous scotche à l'écran dès les bancs titres. Quelques chiffres intéressants. Le film se compose de 2212 plans. Durant le pic de production, il y avait plus de 70 personnes qui travaillaient au même moment sur la création du film. On peut voir plus de 327 nuances de couleurs dans le film et il a fallu plus de 150 000 celluloïdes pour parachever Akira. 150 000 150 000.
Pour Ghost in the Shell, c'est là aussi du beau boulot. Et bien que les personnages soient plus souvent plus statiques, les mouvements sont toujours fluides. On ressent bien les effets de lourdeur et de masse, la ville est là aussi dépeinte magnifiquement, et les fusillades sont tout simplement jouissives. Il s'agira malgré tout d'un travail d'animation plus conventionnel, les éléments mouvants étant souvent moins nombreux dans les plans. Quand par exemple nous ne comptons plus le nombre de scènes de foule dans Akira, Ghost in the Shell n'en compte véritablement qu'une, celle du marché, où d'ailleurs l'animation n'est pas particulièrement remarquable. Ça fonctionne mais bon, face à la puissance d'Akira, l'animation Ghost in the Shell n'a aucune chance, et le point d'animation, vous vous en doutez, va à Akira. J'aimerais faire une petite aparté sur un sujet qui me passionne quand on parle d'animation. Un sujet que l'on aborde que très rarement et que je trouve particulièrement intéressant. Et comme il n'y a pas vraiment de nom pour la nommer, nous allons la baptiser simulation optique. C'est super pourri comme nom. Ouais, je sais. J'avais pensé à facsimilé graphique des propriétés optiques relatives à l'usage d'objectifs cinématographiques, mais la simulation optique désigne une tendance de l'animation à imiter le cinéma dit traditionnel au travers de sa technique. C'est pas clair. T'as pas compris? Comme vous l'avez remarqué, on peut retrouver dans les films d'animation les grands standards de la mise en scène cinématographique. Les champs contre champs, les panoramiques, les travelling, etc. Il ne s'agit pas ici d'imitation, mais d'un langage commun que partagent le cinéma d'animation et le cinéma dit traditionnel, une manière parfois identique de mettre en scène des événements. Dans le cadre de la simulation optique, les films d'animation se parent volontairement de certains traits de caractère relatifs à l'usage d'une caméra réelle. Les plus visibles sont par exemple les effets d'optique comme l'utilisation d'un grand angle. Ici, ce n'est pas le fait d'avoir utilisé un certain type d'objectif qui donne cet aspect à la scène. Il s'agit d'un dessin qui simule les déformations optiques relatives à l'usage d'un grand angle. L'animation s'approprie une partie du langage cinématographique dont elle était techniquement dépourvue. Déformation de l'image, ajout de bruit et d'interférences, surexposition ou sous-exposition, ajout de flair optique, flou et report de points, j'en passe et des meilleurs. Je me permets donc, et sans perdre plus de temps, de donner un point à Ghost in the Shell pour son utilisation très appropriée de cette simulation optique. Autant d'effets qui participent magnifiquement à l'ambiance du film et à son univers déformant. Nous allons maintenant pouvoir regarder de plus près le son des deux films. Comme vous le savez, le son est un élément absolument essentiel de la création audio-visuelle. On a même tendance à dire qu'on peut faire un film avec une image pourrie et un bon son, mais pas l'inverse. Le meilleur exemple pour parler de l'importance du son dans le cinéma, c'est sûrement la saga des Star Wars. En effet, en tout cas pour les premiers films... Attends, les premiers dans l'ordre ou les premiers qui ont été réalisés? Oh, les premiers quoi, ceux de 77, 80 et 83. Oui, donc l'épisode 4, 5, 6, pas les premiers. Attends, excuse-moi. On s'en fout. Dans les premiers Star Wars, donc, la totalité des décors était faite de plastique et de carton-pâte, et c'est le sound design qui participe pour beaucoup au fait que l'on croit à l'univers et aux décors qui nous sont présentés. On a tous encore en tête le bruit des sabres laser, du langage de R2D2 ou encore du bruit des modules. Eh bien, c'est d'autant plus vrai pour les animés. L'utilisation du son est ici d'une importance capitale. Et on peut dire qu'avec Akira et Ghost in the Shell, eh ben on est servi. Tout d'abord, les bandes originales. Pour Akira, le collectif de musiciens Yamashiro Gumi nous propose une bande originale de grande classe. Un score de 10 morceaux mixant merveilleusement bien les sonorités japonaises, de la musique traditionnelle balinaise, magnifiquement matinée de musique classique. Une composition parfois conceptuelle, le plus souvent percussive, notamment via l'utilisation du gamelan. Un mix particulièrement inspiré nous ramenant à la fois à l'aspect grandiloquent et monstrueux du film, mais aussi à la simplicité des traditions qui émaillent cette société en pleine expansion. Bref, c'est une grosse claque auditive. Pour Ghost in the Shell, Kenji Kawai, le compositeur ayant créé les musiques de Ringu 1 et 2 et de Ip Man 1 et 2, nous propose une bande sonore composée autour de chœurs bulgares et de percussions parfois agrémentées de claviers. C'est un score absolument magistral et unique qui là aussi parvient parfaitement à mixer modernité et tradition. Une vraie réussite. Là, on fait quoi? Égalité? Non. Parce que, bien que je trouve la bande originale de Ghost in the Shell vraiment magnifique, enfin je veux dire, écoutez ça.
bien qu'elle s'intègre parfaitement à l'univers du film, elle est néanmoins beaucoup moins riche que celle d'Akira. En effet, la bande originale de Ghost in the Shell ne se compose que de, bon an mal an, 3 à 4 morceaux, quand celle d'Akira en contient plus de 10. De plus, le collectif Yamashirogumi a travaillé plus de 6 mois sur le score pour parvenir à ce résultat, et enfin, parce que je pense que Monsieur Kawai s'est beaucoup inspiré de la musique d'Akira pour composer celle de Ghost in the Shell. Bref, vous l'aurez compris, et le point des musiques revient à Akira. Ensuite, le sound design. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le sound design désigne la conception de l'univers sonore du film. Il se compose de 3 phases principales, le montage son, le bruitage et le mixage. Et comme un exemple vaut 1000 mots, voici un plan sans bruitage. Le même plan avec bruitage. Le même plan avec bruitage et mixage. Ah, notre ingé son est si talentueux. Le sound design d'Akira est tout à fait honorable. Il permet véritablement de donner vie aux différents éléments du plan et participe parfaitement à l'univers du récit. Bref, c'est un travail précis et sensible, tout à fait réussi. Pour Ghost in the Shell, c'est une autre paire de manches. Je t'ai déjà dit d'arrêter avec ces expressions. Tu vas me faire cette blague à chaque épisode ? Oui. Pour Ghost in the Shell, le sound design est un des plus incroyables qui m'ait été donné d'entendre. C'est un travail d'une minutie extrême qui touche au génie. C'est d'ailleurs, pour moi, un des éléments qui, je pense, a beaucoup participé au choc que j'ai pu ressentir quand à 12 ans, je suis tombé sur le film. Prenez cette séquence, par exemple. Il y a un nombre de bruitages incalculable. La pluie, les voitures, les freinages, l'explosion, les coups de feu, les brisures de pare-brise, etc. Mais ce qui touche au génie, ce n'est pas l'accumulation des bruitages, mais leur qualité et la manière dont ils sont mixés et imbriqués les uns les autres. Ce qui touche au génie, ce sont tous les petits bruitages que l'on n'entend pas au premier visionnage, mais qui donnent toute la profondeur, toute la saveur à ce que nous observons. Un dernier détail qui illustre bien le travail de mixage. Lorsque le Major recharge son arme, son chargeur tombe dans l'eau et l'on peut alors entendre le bruit de l'eau qui s'évapore au contact du métal brûlant, mixé magnifiquement avec le bruit de la pluie sur le plan d'après. C'est un travail d'une précision infinie qui n'a peut-être l'air de rien mais qui représente un labeur considérable et qui nous plonge avec force dans la diégèse du récit. La die est quoi ? L'espace-temps dans lequel se déroule le récit. Bref, vous l'aurez compris, et le point du sound design va à Ghost in the Shell. Nous allons maintenant pouvoir mettre en avant un point fort par film. Il s'agira, pour Akira, de l'interprétation des doubleurs. Elle est en effet exceptionnelle pour un animé. Pour comprendre à quel point Otomo tenait à cette interprétation, il faut savoir qu'il a utilisé un procédé si cher et compliqué à mettre en place qu'il s'agit d'une gageure monumentale. Otomo a réalisé un prescoring. Alors, qu'est-ce qu'un prescoring, me demanderez-vous ? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'enregistrer les dialogues avant le tournage de la création du film. Ce qui signifie qu'ici, les dialogues ont précédé les dessins. 無茶をすると取り返しのつかぬことになるぞ。私たちの指示に従うんだ。お前たち、俺の頭をどうしやがった! Cela permet de ne pas avoir des acteurs qui essaient de faire correspondre les dialogues aux animations des lèvres, mais de faire correspondre image par image les mouvements des lèvres aux dialogues des acteurs. De plus, l'interprétation en elle-même est vraiment réussie. Dirigée par Otomo, les acteurs se sont clairement sortis les tripes et nous font sentir à chaque instant toute l'émotion de chacun des personnages. Ça nous change des doublages impersonnels et souvent clichés des animés classiques, bref, un point pour Otomo. Pour Ghost in the Shell, il s'agira bien évidemment de son générique. Comment ne pas rester bouche bée devant ces 3 minutes sublimes où nous suivons la création étape par étape du corps de Kusunagi. Quelle démonstration d'inventivité où sourde à chaque instant, dans chaque plan, à chaque cut, le pur plaisir d'un créateur de génie.
où se déploie la joie d'orchestrer sous nos yeux, affamés de beauté, la création d'un être fut-il fait de papier. 3 minutes servies dans un écrin de lumière et de musique où l'on assiste, hypnotisé par la beauté de cette femme, par l'élégance et la grâce de la mise en scène, à cette danse céleste où se résume le plus vieux rêve de tous, insuffler la vie. C'est beau. Oui, mais justement, car si Oshii s'est déchaîné pour ce générique, ce n'est pas simplement pour la beauté du geste, c'est aussi pour servir le propos de son film, pardi. Car si nous assistons à la création de ce cyborg étape par étape, c'est pour nous montrer par le menu le comment de cette création. Oshii ne nous laisse pas de doute sur l'origine de son héros. Il nous démontre qu'il s'agit bien d'un être fabriqué et que, et c'est ça qui est véritablement important, l'ayant vu être fabriqué, nous sommes tout de même face à un doute. Car si nous voyons les câbles, les mécanismes et les sutures de cette machine, nous voyons aussi sa peau, son visage et son corps apparaître devant nous. Et quel corps, celui d'une jeune femme magnifique qui semble, une fois finie, plus vraie que nature. C'est aussi pour ça qu'Oshii insiste sur ses rondeurs, sur les courbes de ses fesses, sur la forme de ses seins ou la pureté de ses traits. C'est beau. Oui, mais c'est aussi et surtout pour nous donner à voir la réalité de cette création, tout en nous permettant de saisir toute l'ambiguïté qu'une telle création implique. Car si notre cerveau nous dit qu'elle est fabriquée, notre sensibilité, notre désir n'est lui pas soumis à l'implacabilité de notre raisonnement. Nous la voyons et la comprenons comme machine et la ressentons comme faisant partie des nôtres. C'est là tout l'enjeu de ce générique et du film. Un point pour Oshii. Dans ce round, nous allons tenter d'analyser une séquence de Ghost in the Shell. Et pas n'importe quelle séquence, il s'agira de la bien nommée Ville Fantôme. Apparaissant à la 32e minute et d'une durée de 3 minutes 30, c'est une séquence magnifique qui charrie, sans en avoir l'air, bon nombre de questionnements que l'on retrouve dans le film. Ce qu'il faut tout d'abord saisir, c'est le contexte dans lequel arrive cette séquence. Comme nous l'a dit Kusunagi dans la scène précédente, elle est consciente de son existence mais se sent intimement limitée par sa conception. それらすべてが私の一部であり、私という意識そのものを生み出し、そして同時に私をある限界に制約し続ける。 Pour le dire vite, elle nous traduit à l'écran le titre Ghost in the Shell, cette idée d'esprit humain emprisonné dans un corps machine. Et c'est ici que cette séquence prend tout son sens car elle va venir pointer du doigt le dilemme de Kusunagi, son unicité. Les 8 premiers plans de la séquence posent la situation. Nous sommes en ville, nous suivons un bateau qui remonte les canaux entre les buildings. Jusqu'ici, rien de bien méchant, me direz-vous. Mais arrive le plan 9 où nous apercevons une femme qui pourrait être Kusunagi, ce qui est aussitôt confirmé par le plan 10. Elle se tourne et regarde les caméras, mais le plan 11 nous montre que notre Kusunagi est sur le bateau et que c'est elle qui observe cette femme, un cyborg sûrement issu du même modèle qu'elle. Ça y est, la question est lancée, je ne suis pas la seule à être moi-même, qui suis-je? Plan 11, Kusunagi se retourne et semble bouleversée. Le reste de la séquence me semble être à partir de là ce que regarde Kusunagi. Des plans sur des immeubles en construction, des déchets flottants sur des canaux, un chien sur un pont, des trottoirs tristes animés d'enseignes colorées, des affiches, des murs gris, quelques mannequins dans des vitrines, bref, rien de bien passionnant. C'est génial comme analyse, vraiment. Oui mais, car il y a, vous vous en doutez, un mais. Comme j'ai pu le dire, il me semble que ces plans nous montrent ce que regarde le Major et ils sont à ce titre chargés du dilemme qu'elle affronte ici. Car si ces plans n'évoquent rien de particulier quand nous les voyons tels quels, ils prennent un tout autre sens dès lors que nous les concevons comme habités par le regard de Kusunagi. Je vais me permettre un instant d'interpréter ce qui selon moi pourrait être la voix interne du Major. Regardez plutôt. Si cette femme est comme moi, je ne suis donc pas unique, je ne suis donc qu'une simple réplique. Qu'est-ce qui me différencie de ces immeubles en chantier? Ils sont aussi l'œuvre de l'humain et se ressemblent tous? Est-ce que je finirai comme ces détritus sans âme qui flottent dans les canaux quand je serai hors d'usage? Suis-je comme un de ces mannequins que nous apercevons derrière les vitrines et que mon reflet effleure? Oshii nous donne à voir la réflexion profonde, intime et silencieuse d'un être qui se questionne sur son existence. Et pourquoi le chien? Il s'agit d'un basset. Le basset est une des figures récurrentes dans les films d'Oshii, en ce qu'il serait, toujours selon lui, une représentation de la mélancolie. Ce qui là aussi correspond bien avec la séquence, ce chien représentant la mélancolie, regardant le Major dans les yeux. Ah ok, et pourquoi il pleut? Comme je dis souvent, rien n'est gratuit dans un film, et s'il commence à pleuvoir, c'est donc pour une raison. L'interprétation la plus répandue est que la pluie symbolise les pleurs de Kusunagi qui doivent, machine oblige, être figurées à défaut d'être montrées à l'écran. Et c'est à partir de ce moment-là que le concept d'unicité est le plus questionné. Une multitude de parapluies jaunes identiques, une suite d'affiches facsimilées plaquées sur un mur, des silhouettes analogues et immobiles, en reflet sur une vitrine, pour finir par les plans 33 et 34, une cohorte de mannequins nus et démembrés, humanoïdes immobiles et identiques figés, à jamais sans âme, au cœur de la ville. En fait, elle a juste besoin d'un câlin. Oui, ou d'un bon psy. Tout ça pour dire que cette séquence permet de nous faire ressentir, sans mettre vraiment les mots dessus, le puissant dilemme qui agite Kusunagi. De nous faire percevoir d'une part la difficulté pour elle de se considérer comme un être à part entière, comme une entité unique, et d'autre part de nous faire ressentir les émotions qui la traversent, l'indicible trouble qui la saisit et que le film nous sert magnifiquement matiné de mélancolie. Un point pour le Major.
Après cette ô combien brillante analyse, nous allons pouvoir nous détendre un peu en remettant les différents prix du « mais quoi qui donc que cette affaire ?» Le prix de la meilleure séquence est attribué à Ghost in the Shell pour la scène du combat de Kusunagi contre le tank. Depuis la découverte du tank jusqu'au coup de feu de Batou, cette séquence est à couper le souffle. Tantôt lente et contemplative, tantôt convulsive et bruyante, toujours brutale. Et quel apogée, le corps défiguré de Kusunagi qui se déchire au ralenti. Le prix du meilleur moyen de transport revient à Akira, quand Kaneda allie l'utile à l'élégant prenant l'ascenseur en motojet. Le prix du meilleur coup de pied dans ta face revient à Ghost in the Shell pour ce coup de pied. Pour finir, je me permettrai, non sans un plaisir certain, d'enlever un point pour Ghost in the Shell pour sa navrante adaptation en live action. On pourrait parler du whitewashing qu'a subi le casting de la bande-son ô combien décevante, le mot est faible, par rapport au film d'Oshii, du fait qu'avec un budget 28 fois supérieur, Sanders fasse 100 fois moins bien, moins beau, moins malin, bref 100 fois plus lisse et balourd, sans parler de la déplorable, le mot est faible, prestation de Scarlett Johansson en Kusunagi. Ghost in the Shell parle apparemment ou comment transformer un film culte, révolutionnaire et bougrement malin en un étron racoleur et tape à l'œil, sauce US. Ah bah moi j'ai bien aimé, hein. Tu sais qu'il prépare l'adaptation d'Akira aussi? Après la remise de ces différents prix, toute l'équipe de Cinémarena est heureuse de vous proposer la croisée des analyses. Akira et Ghost in the Shell suivent l'aventure de deux duos d'amis, Tetsuo et Kaneda dans Akira et Kusunagi et Batou dans Ghost in the Shell. Deux duos sur les traces d'un être légendaire qu'ils finiront par trouver, Akira pour Akira et le Puppet Master pour Ghost in the Shell. Dans les deux cas, un de ces deux amis subira une mutation, Tetsuo pour Akira et Kusunagi pour Ghost in the Shell, tandis que l'autre assistera impuissant à celle-ci. Et dans les deux cas, cette évolution les changeront de manière profonde et irréversible, Tetsuo via sa métamorphose et Kusunagi via sa renaissance. Akira et Ghost in the Shell, une chose et son inverse, je m'explique. Dans les deux cas, il est question du corps et de l'esprit. Dans Akira, ils nous sont présentés comme absolument indissociables, le film n'ayant de cesse de nous montrer l'influence de l'un sur l'autre. Le corps de Tetsuo dégénère en devenant immense et monstrueux au même titre que la puissance de son esprit. Le corps des enfants porte les stigmates de leur activité psychique extraordinaire. L'esprit nous est-on présenté ici comme partie intégrante du corps, profondément enraciné dans la chair. Il est au corps ce que le fond est à la forme. Dans Ghost in the Shell, c'est l'exact opposé. En effet, le film n'a de cesse d'illustrer l'impossible mariage entre le corps et l'esprit qui l'abrite. Kusunagi se faisant la grande porteuse de cette question durant le film, son esprit humain étant étranger à son corps synthétique. Le Puppet Master illustre lui bien aussi cette hétérogénéité, puisque c'est un esprit sans corps. On pourrait dire, de l'autre côté, que les mannequins représentent des corps sans esprit. La forme n'est ici que le contenant du fond, le corps n'est qu'un réceptacle et l'esprit un nomade qui l'occupe. Bref, dans Akira l'esprit est un autochtone du corps et dans Ghost in the Shell, il y est étranger. Mais il y a plus, car dans ces deux films, il est aussi et surtout question de mutation, de métamorphose, d'une nouvelle étape dans l'évolution humaine. Que ce soit par de nouveaux pouvoirs psychiques, comme dans Akira, ou avec l'apparition d'un nouvel être hybride né du mariage de l'homme et de la machine, comme dans Ghost in the Shell. Dans les deux cas, les films semblent nous dire que l'évolution de l'homme passe non pas par le corps, mais par une transcendance de l'esprit, une élévation de celui-ci vers un nouveau niveau de conscience. Là où les films sont par contre en désaccord, c'est sur le comment de cette évolution. Car si dans Akira on nous la dépeint violente, chaotique et destructrice, dans Ghost in the Shell elle nous est montrée comme sublime, raisonnée et créatrice. Si cette évolution n'est du hasard et apporte la mort dans Akira, l'explosion détruisant la ville et tuant une grande partie de la population, elle advient par choix et donne la vie dans Ghost in the Shell. Kusunagi choisit de s'accoupler en quelque sorte avec le Puppet Master, et de cette union naît un nouvel être. Bref, si dans Akira on nous dit que l'évolution est inéluctable et potentiellement dangereuse et que le nouveau ne se bâtit que sur les ruines de l'ancien, Ghost in the Shell semble nous dire que l'évolution n'est d'un choix, qu'elle est nécessaire aux êtres en ce qu'elle est émancipatrice et que le nouveau s'appuie, s'érige lentement sur l'ancien et que les deux cohabitent dans un constant entre-deux. Bref, Akira raconte l'histoire d'un recommencement déraciné et Ghost in the Shell, celle d'un renouveau enraciné. Mais que dans les deux cas, et comme le disait le professeur Malcolm, Life, finds a way. Le grand vainqueur de ce 5e épisode de Cinémarena est, après des comptes des points, roulement de tambour,
Ghost in the Shell avec 7 points contre 5 pour Akira. Ah, pour une fois que c'est le film que j'aime qui gagne. Mais, comme on a l'habitude de le dire, malgré ce score, ces deux films sont des indispensables qu'on se doit d'avoir vus. On espère que vous avez aimé cet épisode parce que nous, on continue de kiffer. Ouais, mais ça serait bien si on était payé quand même. A bientôt pour de nouveaux combats, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, la télévision est un meuble et le cinéma un art, on vous bisouille bien la gueule.